Bonjour. Recrutement, 4 étapes pour recruter, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. On va rentrer dans le détail de l'articulation du webinaire incessamment. Comment appliquer les principes qui font les recrutements réussis dans les grandes entreprises, comment les appliquer aux TPE et aux PME. On va traiter de ce sujet. Moi, je suis Jimmy Beto, je travaille au sein du réseau Action Coach en tant que coach d'affaires depuis 2010 et très régulièrement, quand j'accompagne des entreprises, des dirigeants, eh bien, on est amené à recruter. Alors, conduire un recrutement en 4 étapes. Alors, 4 plus une, on verra à la fin une étape subsidiaire qui pourrait être une étape préalable. Principalement, 4 grands principes sur les recrutements, 4 principes qu'on va aborder aujourd'hui. Premier principe, comment générer des contacts pour le poste. Deuxième principe, sélectionner ou désélectionner. Ça, c'est une question que j'aime bien, qui prend aussi les dirigeants souvent un petit peu à contre-pied. On va voir ça. Réaliser les présentations. Vous connaissez le principe d'avoir une bouche et 2 oreilles pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Vous verrez que ça peut s'appliquer à certaines étapes du recrutement, mais pas à toutes. Il faut parfois aussi passer un temps conséquent à se présenter. On va aborder ça. Et puis enfin, évaluer, bien sûr, et décider. Donc, évaluer les candidats et décider du candidat qu'on va conserver ou pas. D'ailleurs, on peut très bien conduire des recrutements et on évite autant que faire se peut des candidatures ou les embauches par défaut. Si un candidat ne correspond pas exactement au profil recherché, il vaut mieux s'abstenir et puis lancer un deuxième round de recrutement. Voilà, dans la mesure, bien sûr, où c'est possible. On verra que dans les TPE et les PME, les recrutements se font aussi souvent dans l'urgence, ce qui peut être problématique. Donc, on va aborder tout ça. Avant d'aborder tout ça, un petit rappel conceptuel. Dans une organisation, alors on a l'entreprise, on a le dirigeant, on a souvent une équipe, on a des clients, sinon ce ne serait pas une entreprise. Le dirigeant peut être amené à passer du temps avec l'entreprise, peut-être même à y mettre des deniers, en particulier dans les premières phases qui suivent la création d'entreprise. Bien sûr, le dirigeant est souvent le premier commercial de l'entreprise, donc il passe du temps avec les clients et il passe du temps avec l'équipe. Mais ce qui se passe, c'est qu'à passer du temps dans l'organisation de l'entreprise, à passer du temps avec les clients et à passer du temps avec les équipes, le dirigeant peut avoir rapidement un emploi du temps qui se charge, voire même qui se surcharge. Le cercle vertueux de l'entreprise consiste à casser un petit peu ses habitudes et à consacrer plus de temps au développement de l'équipe, puisque quand le dirigeant s'occupe de développer l'équipe, eh bien, il aura par la suite une équipe qui pourra prendre en charge les clients, qui pourra s'occuper des clients. Et les clients, bien reçus par l'équipe, pourront payer des prestations avec une valeur qui correspond à la qualité, à la valeur des prestations, des biens ou des services qui sont vendus, donc payer le juste prix pour l'entreprise qui, de fait, pourra proposer un cadre de vie, des revenus, du temps, une satisfaction personnelle pour le dirigeant qui correspond à ce qu'il a envie de vivre en tant que dirigeant d'entreprise. Donc, première étape, pour retrouver ou pour trouver ce cercle vertueux dans l'entreprise, il faut être en mesure de s'occuper de l'équipe et de constituer de belles équipes. Et bien sûr, le recrutement, c'est un des piliers d'une équipe qui fonctionne, bien. Donc, c'est un élément particulièrement stratégique dans le développement de l'entreprise. Et c'est tellement stratégique qu'on n'insiste jamais assez sur le temps qu'il faut pour recruter. Mécaniquement, on se rend compte que lorsqu'on lance un recrutement, eh bien, rapidement, les semaines, voire les mois s'écoulent. Donc, mécaniquement, on constate que recruter prend du temps. Mais ce n'est pas ce que je veux dire dans cette diapositive. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut intégrer volontairement un temps suffisamment long lorsqu'on recrute, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que le temps qu'on passe, ce n'est pas un temps subi, c'est un temps décidé. À l'inverse, ce qu'on observe, c'est que quand un recrutement n'a pas donné des bons résultats ou qu'on a embauché quelqu'un un peu par défaut ou qu'une personne commence à être un petit peu en décalage par rapport aux besoins de l'entreprise, de l'équipe, par rapport à un état d'esprit ou à la culture générale de l'entreprise. Bref, si un collaborateur, une collaboratrice n'a plus vraiment sa place dans l'entreprise, le dirigeant peut mettre beaucoup de temps avant de se séparer
de ce collaborateur. Et pas seulement pour des raisons juridiques ou légales. Je sais qu'il y a quelques avocats qui regardent ce webinaire aujourd'hui. Donc voilà, ce sujet-là, bien sûr, est un sujet incontournable. Mais au-delà de ça, les dirigeants mettent souvent du temps à se séparer d'un collaborateur qui ne convient pas, pour différentes raisons, qui peuvent être des raisons personnelles ou psychologiques. Voilà, donc souvent, ce que j'observe, moi, auprès des dirigeants, c'est que les dirigeants recrutent un peu dans l'urgence, même si mécaniquement, au final, ça prendra du temps, mais l'état d'esprit est là, l'état d'esprit, on a besoin vite de quelqu'un, alors qu'il faudrait recruter lentement. Et à l'inverse, on arrête plutôt lentement les contrats, alors que quand ça ne va pas, il faudrait les arrêter rapidement. Voilà. Donc, première approche, premier conseil, recruter lentement, arrêter rapidement si besoin. Voilà, en phase d'introduction, pour maintenant aborder les 4 concepts nécessaires à un recrutement réussi, on va passer au premier qui est générer des contacts pour le poste. Alors, ça semble une évidence et ça semble d'autant plus une évidence que c'est aussi souvent la première difficulté des entreprises qui recrutent, c'est eh bien on recrute mais on ne trouve personne, personne ne veut venir travailler ou personne veut travailler. On peut aussi entendre des généralités sur l'envie des gens de vouloir ou pas travailler. Dans tous les cas, chacun sait qu'il faut trouver du monde pour pouvoir embaucher, mais c'est un premier obstacle qui se pose à l'entreprise dans le processus de recrutement. Alors, comment faire pour générer des contacts? Comment faire pour avoir suffisamment de candidats? Eh bien, il y a différentes approches à combiner et des approches qu'on ne soupçonne pas souvent. Et celle que je recommande, c'est celle de l'approche marketing. Si vous êtes en capacité de pressentir ou de ressentir le besoin de faire du développement commercial, d'aller chercher des clients ou de faire en sorte d'accueillir des clients, ça reste une préoccupation souvent première dans les entreprises. Faire venir des clients, bien sûr, c'est une activité commerciale que vous avez. Eh bien, l'état d'esprit ou la démarche que vous avez avec un des clients, vous pouvez la transposer pour trouver des collaborateurs. Et à partir du moment où vous transposez cette approche-là, vous allez pouvoir être plus efficace dans votre recherche de candidats. Ça va bien sûr dans la continuité de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la nécessité de passer du temps pour recruter. Trouver des candidats, des bons candidats, eh bien, ça suppose d'aller les chercher, d'aller les identifier. Donc, première étape, pour trouver les bons candidats, il faut avoir défini précisément quel type de candidat on cherche, quel est son profil, quelles sont ses compétences. Bien sûr, ça, c'est souvent présent dans l'esprit des recruteurs dans les entreprises, mais il faut aller plus loin que ça. Il faut aller plus loin que simplement les aptitudes. Il faut aussi aller chercher du côté de la personnalité et puis un certain nombre d'éléments, au même titre qu'une segmentation marketing quand on cherche à cibler certains types de clients. Eh bien, il faut faire une segmentation quand on cherche certains types de candidats. Alors, pour ce faire, vous allez utiliser une fiche de poste que vous aurez rédigée, bien entendu, avec des missions, avec des savoir-être attendus, avec voilà, peut-être des diplômes ou des cursus scolaires nécessaires, ça dépendra des postes. Donc, vous avez ce premier outil pour définir le collaborateur ou le candidat ou la candidate qui vous intéresse. Puis après, vous allez avoir d'autres éléments plus relationnels sur ce que j'ai dit, sur sa façon d'être et sur ses préférences peut-être comportementales. Quelqu'un qui aime le changement, vous n'allez pas lui attribuer le même poste que quelqu'un qui aime, au contraire, travailler dans un cadre extrêmement précis et extrêmement répétitif. Donc voilà, définissez le profil recherché pour pouvoir savoir où aller le chercher, comment rentrer en contact avec lui. Plus vous aurez défini ce profil, plus vous serez aussi en capacité de dire, en fait, des personnes comme ça, il y en a très très peu. Ça arrive sur certains métiers où il est difficile de trouver des candidats parce qu'il y a peu de personnes qui ont ou les compétences ou la formation. Et voilà, il y a certains métiers qu'on appelle maintenant des métiers pénuriques, qu'il est plus difficile, pour lesquels il est plus difficile de recruter. Et puis, il y a au contraire des postes pour lesquels il est plus simple de trouver des candidats. Mais plus vous serez clair sur le type de candidat que vous cherchez, plus vous saurez aussi comment aller les chercher. Deuxième point pour générer des contacts,
qui pourrait presque être le premier point. En fait, il faut travailler votre réputation, votre notoriété et la réputation dans le sens de la marque employeur. Est-ce qu'il est agréable, est-ce qu'il est plaisant de travailler chez vous? Ça se sait ou ça se sent si vous avez une équipe ultra enthousiaste qui s'éclate au boulot en travaillant dans votre organisation, en travaillant dans votre entreprise. Eh bien, il y aura plus de chances que les amis, des personnes qui passent par là aient envie aussi de venir rejoindre l'équipe. Donc, il y a cet effet d'entraînement, bien sûr, qui va jouer. Si au contraire, l'ambiance est délétère dans votre équipe, bon, j'imagine que si vous participez à ce webinaire, ce n'est pas le cas, mais dans d'autres situations, ça pourrait l'être. Donc, si l'ambiance est mauvaise dans votre entreprise, eh bien, ça ne va pas faciliter la recherche de candidats parce qu'à un moment ou à un autre, ça se sait. Ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur, pourrait-on dire. Donc, travailler sa réputation, l'ambiance de l'équipe, c'est un des éléments fondamentaux pour pouvoir trouver le plus de candidats, le plus de bons candidats pour la recherche de postes, pour le poste pour lequel on recherche un candidat. Ensuite, bien sûr, l'approche marketing s'applique à la façon de communiquer. Il faudra communiquer le plus possible sur votre recherche et on va approfondir ce point-là incessamment. Et dernier point, constituer une base de données de candidats en étant bien sûr en accord avec le règlement général de protection des données personnelles. Donc, si vous collectez des informations, vous savez que vous devez avoir un processus ou une procédure d'enregistrement, de classement et puis de suppression des informations au-delà d'un certain temps. Donc, soyez en phase aussi avec ces éléments-là, alors que vous avez des informations personnelles sur des gens, candidats ou non. Mais dès lors que vous allez rencontrer des gens qui pourraient avoir un potentiel ou que vous pressentez comme étant potentiellement en mesure d'assumer des responsabilités ou de réaliser des missions, des fonctions dans votre entreprise, vous pouvez très bien collecter les informations parce que dans l'instant présent, vous n'êtes peut-être pas en recherche de quelqu'un, mais qui sait, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, vous pourriez lancer un recrutement ou une création de poste. Auquel cas, si vous avez déjà des candidats pressentis, ça peut vous faciliter la tâche pour trouver des candidats. Donc voilà, première approche, générer le plus de contacts possible, générer le plus de candidates possibles pour le poste. Alors, communiquer, c'est la base, parce que le candidat idéal ne sait peut-être pas que vous existez, premier point, et s'il sait que vous existez, il ne sait peut-être pas que vous recrutez sur un poste qui pourrait lui correspondre. Donc, la communication, c'est l'élément essentiel qui va vous permettre de multiplier les candidatures. Et pour ça, vous allez multiplier les canaux de communication. Donc, en termes de canaux de communication, vous avez les affichages. Si vous avez un magasin, une boutique, vous pouvez très bien afficher le poste pour lequel vous recrutez sur vos vitrines. Vous pouvez mettre sur vos véhicules d'entreprise si vous avez des véhicules d'entreprise. Vous pouvez le mettre dans vos newsletters, vous pouvez envoyer ça donc à votre base client, vous pouvez communiquer en interne, vous pouvez communiquer dans des journaux. Voilà, tous les moyens sont bons pour communiquer et il n'y en a pas un qui va remplacer un autre. Il faut communiquer sur l'ensemble des moyens de communication à votre disposition pour pouvoir multiplier les probabilités de rentrer en contact avec les candidats potentiels. Vous pouvez bien sûr utiliser les sites de recherche d'emploi. Donc, il y a les sites officiels, Pôle emploi, Indeed, Monster et plein d'autres. Il y a d'autres sites officiels, gratuits ou payants, qui sont spécialisés par domaine d'activité, en agricole ou en restauration, ou voilà, différents types de secteurs d'activité. Il peut y avoir des journaux ou des moyens de communication spécifiques pour ces métiers-là. Vous pouvez présenter votre offre de poste dans ces organes de communication. Vous avez aussi des sites génériques, d'ailleurs, comme des sites d'annonces, Le Bon Coin ou autres, où on trouve maintenant des candidatures, pas des candidatures, mais des offres de postes, justement, et les candidats viennent consulter ces pages sur des sites génériques. Construisez aussi une page Internet sur votre site Internet et mettez-y les informations concernant le profil recherché, le poste, l'entreprise, etc. Alors, les éléments de présentation de votre entreprise, vous les aurez déjà dans des pages annexes sur votre site Internet, puisque c'est le vôtre. Mais ceci dit, rappelez des éléments qui ont attrait au poste sur votre page Internet. Et tous les
toutes les publications que vous allez faire pour communiquer sur votre offre d'emploi, eh bien, vous allez les orienter après vers votre site Internet. Voilà pour la partie génération de candidats, aller chercher le plus de contacts possible. Une fois que vous avez suffisamment de contacts, eh bien, vous allez devoir choisir des stratégies qui vont vous permettre de gagner du temps. Alors, si vous n'avez que 3 candidats, vous n'allez pas gagner beaucoup de temps, si ce n'est que je vous invite fortement à relancer la communication parce que 3 candidats, c'est vraiment très peu pour pouvoir identifier un candidat idéal. Mais si vous en avez plus, vous pouvez être tenté, ce que je vois souvent dans les entreprises, de commencer à regarder les CV et les lettres de motivation pour sélectionner vous-même les gens avec lesquels vous avez envie de travailler. Ce faisant, si vous n'en avez que 10 candidats, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Si vous en avez 100 ou 200, ça peut être vite chronophage. Il faut que vous puissiez adopter une posture inverse, c'est-à-dire amener les candidats à se sélectionner ou se désélectionner eux-mêmes. L'idée, c'est de pouvoir vous consulter 10 CV qualifiés plutôt que 100 CV qui ne sont pas qualifiés. Et donc, vous allez mettre en place des processus qui vont vous permettre de laisser partir les candidats qui ne correspondent pas exactement au profil que vous attendez, que vous cherchez. Et donc, le candidat doit pouvoir s'identifier à la personne que vous cherchez. Vous décrirez tellement bien la personne que vous souhaitez embaucher que les bons candidats doivent pouvoir s'identifier à cette personne-là. Et s'ils ne s'identifient pas à cette personne-là, ils doivent pouvoir se désélectionner. Donc, vous allez mettre en place un processus ou un parcours de recrutement qui permettra au contraire de voir de nombreux candidats venir regarder de quoi il s'agit, tendre l'oreille, mais parmi eux, il doit y en avoir aussi une grande partie qui doit se détourner de votre offre parce que ça ne leur correspondra pas idéalement. Et c'est pour ça que dans vos communications, aussi bien dans les annonces que dans la présentation que vous allez faire sur votre page Internet, vous allez utiliser le pronom « vous ». Vous allez parler de si vous êtes sur tel profil, alors vous allez pouvoir réaliser ça, vous nous intéressez en tant que… Voilà, vous allez parler de la personne avec ce « vous » là pour qu'elle se sente réellement concernée et qu'elle s'identifie au profil que vous cherchez. Donc ça, c'est dans la façon dont vous allez tourner la présentation. Et puis, vous allez aussi augmenter le nombre d'étapes dans votre recrutement en laissant la possibilité aux candidats de pouvoir quitter ce parcours de recrutement à n'importe quel moment si la personne se dit non, finalement, cette entreprise, il y a quelque chose qui me fait dire qu'elle n'est pas pour moi. Et plus vous allez laisser ces opportunités-là, plus vous allez apporter d'informations pour que les personnes puissent prendre les bonnes décisions. Et plus vous allez vous retrouver à la fin avec des candidats qui ont vraiment envie de travailler pour vous. Souvent, quand les entreprises commencent à étudier des candidatures, il y a une analyse comme ça de tous les CV qui arrivent et puis mécaniquement, les personnes, les recruteurs identifient des candidats potentiels avec lesquels ils ont envie de travailler. Et il y a un biais qui se crée là. On dit souvent que la première impression est la bonne. Je pense que la première impression conditionne les informations qu'on va repérer par la suite. Le cerveau est ainsi fait qu'on va essayer, ou le cerveau inconsciemment va essayer d'aller chercher des éléments qui confirment la première impression. Donc, il faut aussi se méfier de cette première impression. Mais voilà, quand on commence à étudier tous les CV, on va avoir tendance à avoir envie de recruter ou d'embaucher certains des candidats, alors qu'il faut avoir une démarche inverse, c'est-à-dire qu'il faut laisser aux gens la possibilité de savoir s'ils ont vraiment envie de travailler pour vous, pour l'entreprise, et à partir de là, vous ne regardez que les quelques CV ou les quelques candidatures de personnes qui ont vraiment envie de travailler pour vous. Il faut que ce soit les candidats ou les candidates qui ont envie de travailler pour vous avant que vous ayez envie de travailler avec eux sur ces premières phases du recrutement. Donc voilà, à la fin, il faudra que vous ayez tous envie de travailler ensemble, bien sûr, mais sur les premières étapes, ne passez pas trop de temps à aller savoir qui vous avez envie d'avoir. Non, au contraire, laissez l'envie monter chez les candidats pour ne garder que les plus motivés. Donc, pour ça, vous allez mettre en place ces éléments de sélection. Ça vous fera gagner énormément de temps. Et parmi ce que vous pouvez mettre en place, vous pouvez donner une tâche à réaliser pour candidater.
un processus que j'aime bien ou une technique que j'aime bien, c'est d'envoyer les personnes sur une messagerie téléphonique où vous rappelez l'entreprise et puis les missions à réaliser dans le cadre de l'offre d'emploi et vous posez trois questions. Et pour que la candidature soit retenue, bien, la personne doit répondre correctement à trois questions, aux trois questions que vous aurez posées dans la vidéo, ou non, sur le message, sur le message téléphonique. C'est une première barrière. Souvent, les gens écoutent, prennent peur et raccrochent et ne vont pas plus loin. On peut avoir tendance à se dire, zut, j'ai perdu peut-être des candidats de qualité. Non, la personne n'a pas envie de travailler pour vous. Et même si elle a un CV au top, si elle n'a pas envie de travailler pour vous, ce n'est pas un bon candidat. Donc, de fait, les gens qui arrêtent le parcours de candidature en cours, c'est une excellente nouvelle pour vous et c'est aussi un état d'esprit à développer. Autre type de tâche que vous pouvez, ou autre type de test ou d'éléments que vous pouvez mettre dans votre parcours de candidature pour désélectionner, c'est demander à réaliser une tâche entre deux entretiens. Voilà, entre deux entretiens, vous avez présélectionné une partie des candidats qui étaient là sur le premier entretien. Et sur cette partie que vous avez présélectionnée, eh bien, vous leur donnez une tâche à réaliser, que ce soit une enquête, une étude des concurrents, des préconisations éventuelles, la réalisation d'un document, voilà, une petite tâche, pas trop compliquée, mais qui demande malgré tout une implication personnelle. Là encore, seules les personnes qui sont vraiment motivées vont réaliser cette tâche. Les autres, voilà, s'ils trouvent que c'est trop difficile ou s'ils disent bon sang, non, je ne vais quand même pas commencer à travailler alors que je n'ai pas été recruté, vous pouvez vous dire aussi qu'en termes d'état d'esprit, ce n'est pas la personne que vous cherchez. Donc, très bien, tous ceux qui ne répondent pas à la tâche, c'est autant de temps de gagner pour vous et vous conservez comme ça les gens qui sont les plus motivés. Autre façon de favoriser la désélection, c'est de présenter de manière exhaustive l'entreprise, le poste, la culture, le projet d'entreprise, de présenter ça en entretien de groupe, en entretien collectif à 5, 10, 15, 20 candidats. Et forcément, après une présentation exhaustive, sur les 20 candidats, il y en a peut-être la moitié qui n'auront pas, ou un quart, qui n'aura pas envie de continuer le parcours parce que finalement, ils se rendent compte que ce n'est pas une entreprise qui est faite pour eux. Donc voilà, vous pouvez imaginer aussi plein d'autres trucs, astuces pour pouvoir aider la désélection ou l'auto-désélection par les candidats qui ne sont pas très motivés. Une fois que vous avez mis en place toutes ces techniques, vous allez pouvoir conduire des présentations. Et au cours du processus de recrutement, un point essentiel, c'est de conduire au moins 3 entretiens pour des postes pas forcément à grande responsabilité hiérarchique, par exemple, mais il faut monter à 4 ou 5, voire 6 entretiens pour des postes à forte responsabilité dans l'entreprise. Plus vous allez multiplier le nombre d'entretiens, plus vous allez multiplier les opportunités de découvrir une information. Sur un premier entretien, les candidats sont extrêmement préparés, sont sur leur garde, et les informations qui filtrent sont des informations choisies. Plus vous multipliez le nombre d'entretiens, plus la garde baisse en quelque sorte et plus vous allez repérer des informations complémentaires qui pourront être intéressantes. Quand vous allez avoir 3 à 5 entretiens, vous allez limiter le biais de la première impression que j'ai évoqué tout à l'heure. Et vous allez recueillir des indications supplémentaires sur la motivation du candidat. Si la personne a choisi une autre entreprise entre-temps parce que finalement quelqu'un d'autre lui a répondu favorablement, eh bien c'est qu'elle n'était pas vraiment motivée par votre projet, auquel cas, très bien, vous gagnez du temps. Vous ne gardez dans le parcours d'entretien que des gens qui ont envie de travailler avec vous. Sur les entretiens, pour en faire 3 à 5, vous pouvez utiliser différents types d'entretiens. On en liste 5 types. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'ensemble de ces 5 types-là, mais vous pouvez en choisir que 2 ou 3 et puis les combiner. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser 5 fois le même type. Donc, vous avez bien sûr l'entretien individuel en face à face, l'entretien collectif. L'entretien collectif, c'est vous avec plusieurs candidats, mais ça peut être aussi plusieurs membres de votre équipe actuelle et plusieurs candidats. Donc, c'est un entretien collectif parce qu'il y a plusieurs candidats.
Vous pouvez avoir un entretien de test, soit un test de réalisation professionnelle pour voir si la personne a certaines compétences techniques, de savoir-faire, ou un test de personnalité pour avoir un profil de personnalité. Vous avez l'entretien avec panel, qui est un entretien où vous êtes accompagné de quelques membres de votre équipe et le candidat ou la candidate en face de vous est seul. Voilà, donc vous êtes plusieurs à poser les questions. Ça implique aussi votre équipe dans le processus de recrutement. Donc voilà, donc c'est un autre type d'entretien que vous pouvez conduire au cours de ce processus de recrutement. Cinquième type d'entretien, c'est l'entretien informel au cours d'une activité extérieure qui n'est pas une activité qui est professionnelle. Ça peut être un repas ou ça peut être une autre activité, au golf, pourquoi pas. Et au cours de cet entretien informel, là aussi, vous allez observer et recueillir un certain nombre d'informations qui seront intéressantes dans le cadre d'un recrutement. Alors, j'ai parlé brièvement de l'entretien collectif de présentation. Si je donne, par exemple, quelques illustrations, comment conduire un entretien collectif, eh bien, on va regrouper un certain nombre de principes qui vont permettre à cet entretien d'être hautement efficace. Alors, premier intérêt pour cet entretien collectif, c'est que vous allez gagner énormément de temps puisque vous allez faire une même présentation pour plusieurs personnes. Donc ça, c'est un gain de temps considérable. D'autant plus que pour apporter suffisamment d'informations à la personne, pour savoir si elle a vraiment envie de travailler avec vous, eh bien, il va falloir que vous prévoyiez suffisamment de temps. Et sur un entretien de présentation, vous allez eh bien, planifier, réserver un créneau de 3 à 4 heures. 3 à 4 heures pour un entretien de présentation en groupe pour pouvoir leur présenter tous les éléments qui vont leur permettre de prendre la meilleure décision pour eux et pour vous. Donc, vous allez rassembler les candidats. Combien de candidats? Eh bien, c'est en fonction de ceux que vous aurez intéressés par votre poste. Dans vos canaux de communication, tout à l'heure, je n'ai pas évoqué les chasseurs de tête, mais si les candidats sont rares par rapport au profil que vous cherchez, vous allez aussi solliciter des chasseurs de tête. Donc, vous allez utiliser comme ça tous les moyens de communication à votre disposition pour regrouper suffisamment de candidats pour faire un entretien de présentation de groupe, à la fois pertinent, productif et intéressant. Donc voilà, quelques candidats, alors minimum 4 à 5 candidats, mais vous pouvez monter à 10, 15, 20 candidats, puisque de toute façon, vous allez parler une fois, ça ne vous prendra pas beaucoup plus de temps. Donc, vous présentez l'entreprise et vous présentez le poste, l'historique de l'entreprise, là où vous voulez aller, donc le futur souhaité de l'entreprise. Vous pouvez faire une visite d'entreprise voilà, pendant 1 heure minimum et idéalement 2 heures pour que la personne ait le temps de se dire « oui, j'ai envie de travailler ici » ou « non, vraiment, ce n'est pas une entreprise qui est faite pour moi, je me suis trompé ». Et donc, à la pause, vous invitez les gens qui ont changé d'avis par rapport à leur candidature, vous les invitez à quitter la pièce, à quitter l'entreprise, à quitter la salle, en disant, bon, voilà, il n'y a pas de souci, si vous avez réalisé que ce poste n'était pas fait pour vous, c'est le moment de quitter le parcours. Ensuite, sur cet entretien collectif de présentation, quelques membres de votre équipe pourront se présenter, pourquoi ils travaillent dans votre entreprise, quels sont les aspects positifs pour eux, qu'est-ce qu'ils trouvent de bien. Il peut y avoir des petits couacs de temps en temps, aucune entreprise n'est parfaite, donc les membres de votre équipe peuvent être transparents, mais vous avez aussi tout intérêt à ce que les membres de votre équipe soient enthousiastes à l'idée de travailler pour vous, parce que ça va aussi se communiquer auprès des candidats. Et ensuite, les candidats ou les candidates eh bien, pourront se présenter en 1 à 2 minutes chacun. Qu'est-ce qui fait qu'ils seront en mesure d'assumer les 3 responsabilités principales du poste, par exemple. Donc voilà, une présentation relativement brève. L'intérêt de cet entretien, c'est d'apporter, une fois de plus, des informations à vos candidats, candidates, pour qu'ils puissent prendre la bonne décision pour eux. Il faut qu'ils aient envie de travailler, je pense que je ne le répéterai jamais assez, il faut qu'ils aient envie de travailler pour vous. Vous pouvez aussi soumettre un exercice à réaliser qui permet d'évaluer certaines compétences ou faire un test professionnel. Donc, c'est optionnel à ce stade. Vous pouvez le faire là, avec une restitution collective, ou vous pouvez le faire lors d'un autre entretien. Donc, c'est vous qui choisissez. Et puis après, à la fin de l'entretien, il y aura un temps pour les questions et les réponses, bien évidemment. Donc, voilà pour la partie présentation. Les autres types d'entretiens que vous pouvez utiliser auront pour but de collecter les présentations ou les informations et d'aider les candidats ou les candidates à se présenter eux-mêmes. Donc voilà, là vous pourrez mettre en place des questionnaires, avoir des grilles d'évaluation
pour conduire ces entretiens-là. L'important, c'est d'avoir aussi, bien sûr, la présentation des candidats. Et ensuite, vous pourrez effectuer l'évaluation des candidats. Et cette évaluation se conduit à tous les niveaux, depuis la première réponse en tout début de parcours de recrutement jusqu'à l'entretien final individuel de négociation, par exemple. Donc, les entretiens, les comportements que les candidats ou candidates ont eus pendant le parcours de recrutement sont des sources d'informations importantes pour l'évaluation que vous allez réaliser. Vous allez vous baser aussi sur les tests et sur les exercices que vous avez fait faire. Vous allez avantageusement utiliser des profils de personnalité ou de préférences comportementales comme le DISC ou le DISC, c'est le test avec les couleurs que vous connaissez peut-être, rouge, jaune, vert et bleu. Vous pouvez faire des tests type profil, agile profil. Voilà, donc différents tests qui sont à disposition et qui permettent de valider que les préférences de la personne correspondent aux missions et à ce qui est attendu du poste. Et vous ferez aussi, très important, des contrôles de référence. Vous appellerez des personnes, anciens employeurs, ou des personnes qui pourront donner leur avis ou qui pourront décrire le candidat, ce qui vous donnera une source d'information extrêmement utile, et en particulier sur la façon dont les missions précédentes ont été réalisées dans des entreprises précédentes. Ne négligez pas cette étape-là et je dirais même, faites-la de manière systématique. Faites les contrôles de référence pour les candidats que vous présentez. Ensuite, vous serez amené ou en mesure de prendre votre décision une fois que vous aurez collecté toutes ces informations. Je vous invite à réaliser réellement des grilles d'analyse ou une grille d'analyse, mais voilà, les informations ou le type d'informations portant sur des compétences techniques, sur du savoir-être, sur des attitudes pendant l'entretien collectif, par exemple. Voilà, il y a un certain nombre d'éléments que vous allez évaluer et c'est important d'avoir cette grille d'évaluation, d'analyse pour pouvoir évaluer tous les candidats selon les mêmes critères, exactement les mêmes critères. Et en plus, vous allez partager cette grille ou ces grilles d'évaluation avec des membres de votre équipe qui seront impliqués dans le recrutement. Comme ça, vous aurez aussi le même langage, vous aurez le même référentiel pour pouvoir discuter et faire le débrief entre vous des candidats que vous retenez, que vous faites passer d'une étape à l'autre. À chaque étape, à chaque entretien, il y a des candidats que vous allez laisser de côté et puis il y en a que vous allez inviter à poursuivre le recrutement. Et donc ça va se faire au cours des débriefs. Et ces grilles d'analyse sont extrêmement utiles et performantes pour pouvoir en discuter au sein de votre entreprise. Donc, vous allez vous baser sur les tests, sur les profils, sur les références, sur toutes les informations que vous avez collectées au préalable. Et puis après, vous allez discuter des conditions de travail en termes d'horaire, en termes de localisation. Ça, ce n'est pas une surprise, mais il faut bien finir de le valider au moment de l'embauche, la rémunération, les conditions de rémunération. Voilà, donc il peut y avoir des négociations à ce moment-là. On est sur des entretiens individuels quand on discute de ces éléments-là. Ce ne sont pas des éléments qu'on aborde, bien sûr, en entretien collectif. Voilà, et une fois que vous aurez pris votre décision, eh bien, la plus grande étape sera celle de l'arrivée du collaborateur dans l'entreprise avec l'explication du poste, la formation, etc. Donc ça, c'est une étape extrêmement importante aussi qu'on aura l'occasion de voir dans un autre webinaire. Voilà, donc c'était les 4 étapes, les 4 concepts qui font un recrutement réussi. Je vous ai parlé d'une étape préalable, la 4+1e étape. L'étape préalable, c'est la prise en compte des aspects financiers d'une embauche. Il y a 2 volets sur cette prise en compte. Combien coûte un recrutement? Donc, il y a des coûts directs du recrutement. Le prix des annonces, si vous faites des annonces payantes, le temps que vous y consacrez. Donc, voilà, tout ça a un coût. Il peut y avoir aussi les coûts indirects d'un recrutement raté. Quand un recrutement, ce qu'on entend par recrutement raté, c'est quand le candidat ne convient pas et qu'au bout de quelques mois, il quitte l'entreprise et qu'il faut refaire un recrutement. Eh bien, voilà, un recrutement comme ça peut coûter entre 6 mois et 1 an de salaire selon les estimations qu'on entend ici et là. Donc voilà, combien coûte un recrutement? C'est un élément à prendre en compte dans vos processus de recrutement et dans la façon dont vous allez recruter lentement, comme je l'ai dit en début de webinaire. Enfin, un seuil de rentabilité d'une embauche. Quel est le coût du poste, toute charge considérée? Si vous embauchez quelqu'un, il y a forcément des charges liées, afférentes au fonctionnement, à la tenue du poste et des missions.
Et donc, quel est le chiffre d'affaires supplémentaire qu'il faut réaliser pour couvrir ces charges? En fonction des secteurs d'activité, si on est dans le conseil, ça peut être un chiffre d'affaires de 50 000 € minimum, et si on est dans la vente de produits, le taux de marge, le niveau de marge n'est pas le même. Donc, le chiffre d'affaires peut être 100 000, 200 000, 300 000 € en fonction de ce qui est vendu, bien entendu. Et tous ces éléments-là font que lorsque vous recrutez, eh bien, vous allez prendre en compte tous ces aspects financiers pour vous aider à mettre en place un vrai recrutement réussi avec, je l'espère, les nombreuses idées que vous aurez eues idéalement suite à ce webinaire. Dans tous les cas, voilà, ma conclusion sera de soigner ces recrutements parce qu'un recrutement n'est pas neutre financièrement. Voilà, alors pour conclure, un petit rappel de ce qu'on a vu. Commencez par renforcer votre marque employeur, générer le plus de candidats possible, multiplier les points de contact et le nombre d'entretiens que vous allez avoir avec vos candidats, évaluer les candidats en diversifiant les sources, que ce soit le type d'entretien, le type de test, mais aussi les personnes qui seront impliquées dans l'entretien, qui vont vous apporter leur regard. Voilà, pour appliquer tout ça, et vous serez en mesure eh bien, de conduire des entretiens qui vont vous permettre d'avoir des équipes sur lesquelles vous pourrez vous appuyer avec de la synergie, avec de l'enthousiasme, et ça vous aidera aussi à conduire les entretiens futurs. Voilà pour les concepts et l'introduction que je peux faire sur les techniques de recrutement réussi. Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre à l'adresse mail suivante, gbeto@zenessor.fr, et je serai ravi de continuer avec vous à approfondir ce sujet passionnant du recrutement et tout ce qu'on peut mettre en œuvre et comment on peut le mettre en œuvre pour réussir le dit recrutement. Bon après-midi, bonne semaine, au revoir à tous.